Aujourd'hui, on est là encore à raconter sa vie, à parler de soi, surtout à parler de livres et de ce qu'on a lu. On va le faire en mieux. On va parler des forces, du roman Les Forces de Laura Vasquez. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vraiment présenter Laura Vasquez et ce roman qui a fait beaucoup de bruit l'année dernière. Je crois qu'il a eu le prix décembre à la rentrée littéraire. Il est très bon. On est aux éditions du Sous-Sol, donc 2025, rentrée 25, rentrée littéraire 25, je crois, c'est ça, 25. Peut-être qu'il est sorti en poche depuis, je ne sais pas, il m'en a une lecture intégrale et je vais évidemment, mais je me suis endormie dessus, je suis vraiment très très fatiguée en ce moment. C'était bien de dire ça, ça tombait très bien. À mettre la captation de la maison de la poésie et peut-être quelques liens que je peux trouver, mais il y a eu beaucoup de choses, c'est pas mal de bruit autour de ce roman. Et globalement les textes longs, je n'ose dire larges et longs de Laura Vasquez, j'ai eu une peur de le lire, je crois vraiment que je peux le dire comme ça, c'est-à-dire je l'ai acheté la semaine de la sortie, alors pas le premier jour parce qu'il n'y en avait plus, mais au deuxième arrivage de ma librairie, enfin quelque chose comme ça, ou juste avant, enfin je sais plus, mais vraiment je l'ai acheté en 2025, ça c'est sûr, ou tout début septembre de la même année, mais en fait voilà, je l'ai même déménagé, je savais que je voulais le lire, et là, avant-hier soir et hier, je l'ai lu. Voilà. D'une traite. Je pense que c'est une bonne façon de le lire, quand bien même il est un peu long. Voilà, parce que voilà, il y a la possibilité de lire du Laura Vasquez avec l'ascension imaginée de Laura Vasquez en tête, son phrasé, et donc cette volonté de lire, avoir des extraits. Françoise Cahen en avait lu au moment de sa propre lecture, tout au plus proche de la rentrée littéraire, qu'il y a quelques mois, me semble-t-il. On en voit pas mal d'éléments, c'est-à-dire avec une diction très, très prononcée, très simple. J'ai envie de dire accentuée, ce qui est un non-sens puisque tout le monde a un accent, mais en fait avec ce qui peut être davantage frappant et ce que j'essaie de dire dans l'ascension, c'est pas quelque chose de déclamatoire, mais de profondément attentif à chaque lettre et notamment à la prononciation des E, habituellement euh, muets, et voilà, on a parfois aussi donc dans l'ascension de Laura Vasquez, alors je vais l'appeler Laura parce qu'en fait on échange de temps en temps et voilà, c'est plus naturel en fait. Pas de poésie d'ailleurs, pas sur la poésie, je lui envoie des photos de baby. Globalement, c'est ce genre de choses. Mais je n'ai pas d'annonce de futurs projets ou autre scoop. Voilà, donc c'est une amitié très tranquille et domestique. Euh, Pas poétique, mais évidemment que la poésie, je crois qu'il y a quelque chose dans l'émerveillement pour les bébés d'assez proche de la poésie, et on voit un peu les forces. Donc c'est un roman qui me faisait peur, j'avais lu, c'est écrit à l'arrière, en quatrième de couverture, donc on est éditions du Sous-Sol. C'est une très jolie édition, hein, et dont la mise en page est aussi régulièrement frappante. Je vais expliquer ça. Mais voilà, roman d'apprentissage, roman, une fille qui parle dans un bar. C'est tout à fait ça, et d'une certaine façon, pas du tout. C'est-à-dire, si vous avez l'habitude de lire des romans d'apprentissage et que vous aimez, je sais pas, les aventures de Télémaque, Le Guise dans la vallée, des manuels de Casseur Junior, c'est plus proche du manuel de Casseur Junior, d'une certaine façon, que d'un roman comme Le Rouge et le Noir, très clairement, parce que la dimension narrative est là, mais c'est une dimension narrative qui va être fortement dissocie, ce qui peut être contradictoire, et qui n'est pas dans ce type de texte, dans la mesure... Alors on peut le rapprocher par exemple d'un roman comme La Chute de Camus. Bon, moi, mes souvenirs de ce roman sont un peu lointains, mais c'est-à-dire d'un roman globalement composé d'une scène et d'une scène parlante.
je vais dire vraiment parlantes, monologuées ou des choses comme ça. C'est plus parlant encore ici, et c'est en même temps plus narratif dans la mesure où c'est quand même une succession de scènes en fait. Et donc on a voilà, mais un roman de parole, un roman sur la parole et un roman de littérature. Et un roman vers la littérature, vers la poésie, c'est-à-dire vers une parole. Sur cette espèce d'épure que peut signifier la parole. Donc en ça, ça va pas du tout être un roman d'apprentissage, de réussite sociale. Mais absolument pas. Peut-être des compréhensions de la société. À ce stade, pardon, pas à ce stade, à ce niveau, on peut peut-être davantage le rapprocher de romans très étranges, comme La vocation de Wilhelm Meister de Goethe, qui n'est pourtant pas un roman de parole, mais dont la dimension métaphysique ou d'accueil du reste du monde et surtout de voix haute peut être plus proche. C'est globalement le roman qui raconte comment une fille va rencontrer une autre fille dans un bar. Et ce faisant, va passer de l'autre côté du bar. On peut dire dans les backrooms, hein, si c'est pas tout à fait ce genre de backroom, ou de l'autre côté du décor, ou dans les coulisses, et continuer sa discussion, sa conversation. C'est une causerie. Je vais lire un peu le début, donc déjà peut-être dire, voilà, l'effort c'est un titre bien sûr thématique, on peut entendre par un effet de paronomase un peu douteux l'effort dans les forces. C'est un beau titre, mais qui reste encore un peu mystérieux parce que qu'est-ce que cet article définit pluriel les désigne, quelles sont ses forces? À quel niveau les lire? S'agit-il de forces individuelles, personnelles, de forces cosmiques? À ce stade, on ne peut pas savoir si on a un sens purement physique de la force, métaphorique, etc. Et pas de sous-titres. Je ne suis pas loin de penser qu'il y a comme une mince cloison, mince mais opaque, qui me sépare de la vie. Robert Walser, Les Enfants de la Mer. Donc on a 3 épigraphes comme ça. Tant que l'homme tolère d'avoir l'âme emplie de ses propres pensées, de ses pensées personnelles, il est entièrement soumis jusqu'au plus intime de ses pensées, à la contrainte des besoins et au jeu mécanique de la force. Malgré tout, nous nous croyons sages et nous avons établi un ordre à la surface. On peut voir quelque chose se préciser dans ce mystère, hein, dans cette approche mystérieuse du titre, par ce retour, donc le jeu mécanique de la force, quelque chose de l'ordre d'un déterminisme, voire de la force brute, d'une contrainte. Curieusement reprise et peut-être qui trouve une réponse, hein, je ne sais pas encore, dans ce pluriel. Et se trouve thématisé donc par Walser, Weil et Soro, cette idée d'une traversée des apparences, pas peut-être au point de Alice au Pays des Merveilles, mais cette possibilité d'aller au-delà, en profondeur, ailleurs, donc avec cette mince cloison mais opaque qui me sépare de la vie, donc là qui éloigne, qui serait de l'ordre d'une distance. Le paradoxe absolu de Simone Weil mentionnant comme ça cette contrainte que d'être soi-même, empli de ses propres pensées, de ses pensées personnelles, et là ça va ouvrir la voie à une approche mystique. Malgré tout, nous nous croyons sages et nous avons établi un ordre à la surface qui donne, là encore, hein, comme en réponse à Walser, l'idée d'un ordre ou d'un désordre plutôt sous-jacent dans notre ordre, peut-être de force théorique. En tout cas, cette impression d'un ordre factice, illusoire. Tout le monde ment, qui me rappelle une chanson des fabuleux troubadours, mais il ne s'agit pas que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 parties. Je comptais 6 parce qu'il y en a une qui
qui en fait deux. Tout le monde-ment, le mystère et la vérité, la maison des morts, les sectes diverses unies dans un immeuble, et la terre est bonne. 5, comme on pourrait avoir 5 actes, en tout cas, ça va séquencer le récit. Tout le monde-ment est quelque chose de l'ordre d'un paradoxe, hein, c'est quand même le paradoxe de Zénon, semble-t-il. Comment savoir qui ment? Est-ce que la personne disant tout le monde ment? Normalement, oui, dans ce cas-là, peut-on la croire? Donc, y a-t-il une vérité? Peut-on y accéder? Quelle serait-elle? Est-elle en dehors aussi de la subjectivité intersubjective, de la subjectivité interpersonnelle, des pauvres petits agents chaotiques, comme ça? Les heures étaient longues dans mon enfance, mais je ne me suis pas tuée. J'ai l'air calme. Plus jeune, je cherchais tout. Et je pouvais rester devant les fleurs à la recherche de la scène, un pétale en train de tomber. Je voulais des scènes. Je ne me comprenais pas moi-même, mais à l'intérieur, dans les parties sans parole, j'avais une connaissance et sans arrêt je la touchais. Je suis bizarre. Si mon regard se pose au marché sur des œufs de poisson, je m'arrête et je pense les œufs de poisson possèdent une beauté proche du ciel le soir, des visages d'enfants ou des beaux-arts. Donc, les heures étaient longues dans mon enfance, mais je ne me suis pas tuée. Moi, je vois une espèce de synthèse d'une typique très célèbre. Mais, j'ai oublié la source. Quand j'étais petite, je me suis tuée. Donc, quelque chose d'un peu inverse de ça. Et avec ce longtemps, je me suis couchée de bonne heure. Évidemment, c'est un paradoxe qui, peut-être celui qui aurait quelque chose à voir avec une forme de chagresse, d'une durée subjective ramenée à une perception personnelle et qui change la durée effective des heures. C'est-à-dire que les heures pouvaient sembler longues dans l'enfance et la poésie permettrait ce raccourci, mais peut-être peut-on aussi y voir beaucoup plus directement, non pas le paradoxe poétique, puisque tout le monde ment, on a aussi le droit de se dire que peut-être le temps ne s'est pas écoulé de la même manière. Et en tout cas, on est dans un monde où cette possibilité existe, est ouverte, et peut-être qu'il faut l'admettre et la suivre. J'ai l'air calme, ce qui est d'un grand paradoxe. J'ai l'air calme peut donner l'impression, évidemment, de ne pas l'être, mais juste d'en donner l'impression, d'en avoir l'allure. En même temps, cet air peut se confirmer. On ne le sait pas puisque tout le monde demande. En tout cas, on va avoir comme ça une apparence. Plus jeune, je cherchais tout, ce qui est très paradoxal. Comment chercher tout si on ne sait pas tout? Et que va-t-on chercher quand on ne sait pas tout? Donc c'est une attitude qui est ainsi mise en avant par cet emploi, non pas absolu, puisque ce n'est pas je cherchais, mais je cherchais tout, mais dans cette espèce de paradoxe de la totalité, qui sémantiquement ne fonctionne pas. Et je pouvais rester, donc là, le et en préposition, donc c'est pas une préposition, c'est une préposition, c'est-à-dire en position 0 de la phrase, crée un effet d'hyperbate, c'est-à-dire d'ajout, et je cherche. Et je pouvais rester devant les fleurs, à la recherche de la scène. Ici, tous les articles définis, les fleurs, la recherche, la scène, donnent l'impression d'une chose comme déjà connue et pourtant dite, et qui, en fait, aussi par ce phénomène d'ajout, c'est un peu paradoxal. Encore un coup de la carte. Donc cette scène répétée, cette recherche de scène très exactement, s'ajoute à ce qui précède et donne comme ça la sensation donc, d'un rythme qui va être légèrement donc, décalé parce qu'il est d'ajout et de cumulation. Ça apparaît, et ça c'est le « et » qui le porte. Je cherchais tout, et je pouvais rester devant les fleurs, et on entend « et je pouvais rester toute l'allitération comme ça, l'assonance, désolé, c'est en assonance en « et », qui va renforcer la dimension assertive de la phrase, ça pose comme ça.
accentue un pétale en train de tomber. Un pétale en train de tomber. Qu'on a comme ça avec des consonnes assez sourdes en plus, qui vont ancrer dans une situation d'énonciation, ou plus exactement, c'est ce qui va créer le roman comme situation d'énonciation. Une énonciation, c'est bon ça. Je ne me comprenais pas moi-même, mais à l'intérieur, dans les parties sans parole. Donc là, on a quelque chose d'emblée qui se met en place de ce paradoxe d'une diction, du non-dissible, du non-verbal qui va comme ça se pouvoir affleurer, voire toucher, apparaître par une sensorialité non métaphorique en fait. Et c'est ça qui va créer ce bizarre, c'est qu'il n'y a pas de métaphore. Tout est vrai et tout est faux. Et c'est aussi probablement en ça que tout le monde ment. Je ne me comprenais pas moi-même, et donc pourquoi parler, ne sachant pas, ou est-ce que ce n'est pas la seule façon de pouvoir parler, ou de ne pas mentir, ce qui donc est paradoxal avec le titre de la séquence, de la partie. Et sans arrêt, je la touchais. Donc dans les parties, j'avais une connaissance, et donc cette connaissance, elle est très surprenante avec cette recherche qui précède, et les deux entrent en écho pour le moins paradoxal, voire il y a une connaissance qui apparaît comme quelque chose finalement d'assez informe, d'opaque, de contouré, mais d'inaccessible, mais celle-là. Et donc c'est ça qui permet de la toucher, et avec cette espèce de jonction, donc je suis bizarre, dont on ne sait s'il s'agit d'un jugement d'autrui, de soi, des autres, de quelque chose qui a été intériorisé, et finalement, peu importe, et puis c'est comme un trigger warning, et puis un autre mot pour ça, mais c'est une espèce de délimitation de l'horizon de lecture, de préparation des lectrices à je suis bizarre, quelque chose qui est entre le queer et le weird, c'est pas exactement précisé, mais cette étrangeté, cette singularité, d'où qu'elle vienne, ou qu'elle soit une bizarrerie à soi-même, un peu comme une opacité que l'on peut ressentir de soi à soi, dans cette voilà, cette incompréhension de soi et cette connaissance à l'intérieur de soi qui crée le bizarre. Si mon regard se pose au marché sur des œufs de poisson, donc il y a une espèce de démonstration sans lien logique, qui est dit plus tard dans le texte en fait, le lien logique n'a pas de sens, parce que, non pas parce qu'on n'est pas dans un monde logique et qu'on serait dans Alice au pays des merveilles, même si c'est un peu le cas, mais, ou en tout cas Alice au pays des merveilleuses, mais beaucoup plus parce que finalement il y a un déroulement permanent qui fait que les choses sont plutôt qu'elles doivent être ou qu'elles sont en vue d'eux. Et c'est ça qui va donner cette espèce de présence très forte que l'on sent du monde et des choses et dans leur opacité même, dans les textes de Laura Vasquez, dans cette espèce de densité qui peut donner de manière un peu rapide l'impression d'un nouveau regard, d'être par-dessus quoi, mais comme ça, voilà. C'est là exactement comme Ella se prend home dans le château d'Autrante, dans la cour du château. Nous sommes ici sans savoir, ah oui alors, je pense que les œufs de poisson possèdent une beauté proche du ciel le soir, des visages d'enfants ou des beaux-arts. On aurait quelque chose ici donc de l'ordre d'une démonstration avec un rythme presque ternaire et lyrique qui ne va pas avec les œufs de poisson. Et moi, cet étonnement d'ailleurs des œufs et des yeux, parce que moi je me serais attendue aux yeux ici, parce que je ne sais pas si on voit beaucoup les œufs de poisson au marché, ou chez le poissonnier, la poissonnière. Mais cet étonnement bizarre de voir la beauté où elle n'est pas censée être, et donc là, on a quelque chose de presque toquique dans cette rencontre fortuite de la table de dissection. Nous sommes ici sans savoir ni comment, ni rien. Là.
le passage d'un jeu à un nous qui crée une communauté, probablement humaine, et fondée sur une parole semi-incantatoire d'un jeu à un nous. Voilà, nous subvenons à nos besoins, nous assouvissons nos instincts suivant les rituels de notre espèce. Nous vivons à l'intérieur de structures collectives et nous n'en sortons pas. Nos ascendants nous ont transmis la vie et donc nous transmettons la vie. Puisque nous sommes la vie, avant notre vie, il y avait notre vie et après notre vie, il y aura notre vie. Et donc là, on a vraiment une transformation très forte qui m'a rappelé le changement d'échelle incroyable du nous démultiplié de Nout, de Louvain, qui me rappelle en le relisant, qui est nous. Ici, c'est pas un nous exactement politique, c'est pas non plus un nous exactement métaphysique, c'est peut-être un nous humain, c'est peut-être aussi un nous inter-espèce, un nous vivant. La chose ne va pas être définie, c'est quand même globalement plutôt un nous humain, mais en fait pas forcément, ça dépend aussi de vos propres restrictions. Et on a voilà, quelque chose donc comme un saut logique de passage d'une dimension à l'autre, de ce jeu individuel avec un trait de caractère, dans ce regard des œufs de poisson, dans cette bizarrerie, j'ai envie de dire une bizarreté quand c'est au niveau de l'ensemble du caractère. Et ici, ce télescopage, passage, ce redimensionnement à l'espèce tout entière, soit par un effet de collage, de juxtaposition de choses sans lien, soit parce que le lien, c'est à nous de le faire, non pas de manière un peu énigmatique, devinette, de la Terre est bleue comme une orange, ces beaux effets du surréalisme, c'est-à-dire de retrouver ce qui fait lien, ou qui va déplacer le lien pour créer une connexion nouvelle qui est celle de la métaphore, mais parce que finalement, le lien est peut-être soit inutile, soit tellement fort, et c'est les deux en même temps, qu'on ne va pas le gloser, et donc cet autoportrait devient comme nécessairement un autoportrait en espèce. Comme si pour connaître quelqu'un, il ne s'agissait certainement pas de connaître ce qu'on appelle l'épigramme de Simone Weil, ses pensées intérieures, mais non pas sa vision de l'humanité, mais la façon dont l'humanité tout entière se trouvera décrite, comme si l'individualité était quelque chose lors d'une cosmogonie. Avec cette espèce de répétition, d'enchaînement générationnel de nos ascendants, nous ont transmis la vie, nous transmettons la vie, nous sommes la vie, avant notre vie il y avait notre vie, et après notre vie il y aura notre vie, ce qui est en fait le strict inverse des mondes post-mortem volodiniens, du post-exotisme, c'est-à-dire toujours de la vie et toujours du nous, c'est-à-dire que ce nous, il n'est pas personnel, il n'est plus subjectif ni individuel, il n'est clairement pas politique. Nos atomes formeront de nouvelles combinaisons et indéfiniment notre vie aura lieu. Et donc il n'y a ni vie ni mort, il n'y a que de la présence et de la vie et de l'être au monde, deux choses parentes. Nous n'avons pas de souvenir de notre vie à l'état végétal, à l'état minéral, qui normalement n'est pas dans le vivant minéral. On voit, tout est vivant, c'est du Lucrèce. Pas plus que nous n'avons de souvenir de la naissance de notre corps. Et cette absence ne prouve rien. Lorsque ce type de pensée apparaît dans les esprits humains, elle ne les intéresse pas beaucoup car, en général, les êtres humains pensent à ce qu'ils vont manger, à l'heure qui suivra, à différents travaux, à leurs relations, leur réputation, leur possession, leur apparence, etc. Les êtres humains coulent leurs pensées dans celles des autres, ils coulent leur propre mal, leur propre bien dans ceux des autres. Ils sont façonnés par leur entourage et les cerveaux sécrètent des pensées qui fortifient les structures sociales dans lesquelles ils se trouvent. Donc il n'y a pas de séparation nature-culture, ni d'acquis, de constructivisme ou de pensées qui seraient proprement ou bassement ou petitement politiques, dans le sens où on n'aurait plus qu'à trouver la traduction ou l'attachement à une idéologie spécifique ou à un ensemble théorique spécifique. C'est davantage du côté du composite que quelque chose va se passer, et s'il y a bien quelque chose, à mon avis, de très politique et de métaphysiquement politique chez Laura Vasquez, c'est dans cet accueil absolu du tout et de ce départ du presque rien. Tout part, tout cause, comme dans l'autre.
C'est l'inverse du grand homme, ça, en fait. Et les cerveaux sécrètent des pensées, et donc les cerveaux sécrètent des pensées, là on est vraiment dans une espèce de pensée naturaliste, physiologique, qui fait de la société une sécrétion naturelle, donc quelque chose qui sortirait sans conscience ni réflexivité, ce qui fait bien de la culture de seconde nature, et de tout, en fait, une description. Ça, c'est pas quelque chose qui est un discours de nature qui ramène tout à tout, c'est plutôt une forme de cosmogonie qui inclut jusqu'à la sociologie, je continue. Les personnalités se sont formées selon ces conventions sans y penser, sans le savoir, nous suivons l'opinion. Les êtres humains ont établi des divisions, des langues, des pays, des fonctions, des lois, des monnaies, des coutumes, et ces catégories me touchent. On ne sait pas si elles touchent émotionnellement ou si elles concernent. Ce sont les deux. Elles sont touchantes, et là, on voit que c'est l'émotion. Comme la graphie d'un enfant qui ne sait pas écrire, nouveau paradoxe. Aussi quelque chose de débutant, et qui va se placer bien au-delà de ces catégorisations. Il dessine des boucles proches du sens, mais il ne comprend rien. Et donc tout cet ramenage d'humanité à une incompréhension qui est celle de l'individuel. Je vis dans un appartement, hop, comme si en fait on a un ensemble, hop, l'humanité, l'appartement, la ville. Je vis dans un appartement qui se trouve dans un immeuble, qui se trouve dans une ville, qui se trouve dans un pays, et je ne cherche pas. Et si vous me croisiez, vous ne me remarqueriez pas car je ne suis ni défigurée ni puante, et je ne lève pas les bras en hurlant dans les rues. Je n'ai poignardé personne, je suis polie, je me tiens. J'ai su tenir par mon éducation et mon père et ma mère, qui sont des gens normaux. La politesse est une astuce que j'utilise dans le couloir de mon immeuble. Quand on me dit « bonne journée », je ne dis pas « merci », je dis « merci beaucoup ». Cependant, le matin et le soir, il m'arrive des idées infernales et elles me gênent. Mais je les suis et je vais jusqu'au bout, contrairement à la majorité des personnes qui s'interrompent, car les personnes créent des pensées qu'elles interrompent, et elles interrompent les suivantes, sans prolonger l'embryon de pensée qui meurt. Ce qui me casse le cœur, car elles acceptent les pensées mortes, les pensées déjà faites, venues de l'extérieur et quelque part, je les comprends. Donc je ne pourrais pas vivre seule dans les bois car j'ai besoin, comme Walden l'épigraphe, qui est pareillement seul. Car j'ai besoin de nourriture et je me lave et je m'habille. Dans le passé, j'ai décidé de ne plus sortir de mon appartement puisque le monde me dérange. Mais j'ai senti un fourmillement dans mon visage et de plus en plus lourd, de plus en plus abstrait, ça n'allait pas et mes pensées souffraient. Lorsque les pensées souffrent, ce n'est pas bon. Mais sortir et parler ou simplement observer le monde, est-ce une bonne chose? Sur Terre, il y a de la bêtise et de la méchanceté. J'ai découvert la bêtise et la méchanceté au fil de ma vie, de mes rencontres et des histoires que j'apprenais par mes écrans ou par les livres. Extraordinaire de ne pas avoir de dévalorisation de l'écran. Ça, on le sait chez moi parce que c'est pas mon cas. Je suis ici, personne ne me regarde en ce moment. Quand les humains ne me regardent pas, je sens parfois comme un regard. Il y a un secret dans les choses et le secret des choses prend la forme des choses. J'y reviendrai plus tard. Et donc ça continue. Alors là, on a déjà un peu tout ce que j'ai envie de dire en sachant que je vais être très très loin d'épuiser ne serait-ce que les pistes qu'il peut y avoir dans l'éblouissement absolu de cette matière. C'est là. Qui, en fait, va donner l'impression très étonnante de phrases juxtaposées, et elles le sont, par manque, par absence de liens logiques, temporels, de causalité. Tout ça est évacué et on est beaucoup plus dans la juxtaposition. Et ici, il y a un nom à cette figure, mais là tout de suite il ne me revient pas. Et cette juxtaposition, on peut y retrouver des effets de mouvement et même d'enchaînement. Et l'enchaînement va donner l'impression de quelque chose de délirant, puisque on a globalement l'enchaînement d'un thème à un thème, qui peut donner l'impression d'un coq à l'âne, ou
d'un approfondissement, c'est-à-dire finalement s'agit-il de passer d'une chose à l'autre, qui procède du délire, et on a comme une mise en garde, il ne s'agit en tout cas pas du délire attendu, habituel, du délire de la personne parlant seule dans la rue en agitant les bras, mais voilà, quelque chose de l'ordre de cette de voix qui ne s'arrête pas, comme on en a chez Beckett, comme on en a dans les exaltations, dans les grands mystiques, enfin pour les grands mystiques, dans ces exemples. Et en fait, ce mysticisme délirant, est-ce qu'on peut le distinguer, hein, le mysticisme du délire? Ici, clairement pas. Il est aussi parfaitement logique dans ses enchaînements, et il peut être lu comme un approfondissement des choses qui va sur. Et c'est, je crois, cela qu'il s'agit d'accepter. Pour moi, ça a été beaucoup plus facile à lire que Zéro. Zéro aussi, c'est du théâtre, c'est compliqué de lire le théâtre. Mais c'est de saisir, je crois, que on est vraiment dans une façon de raconter la pensée cherchant du sens, littéralement et tous les sens, cherchant sa diction, pas sa littérature, ça c'est encore autre chose, et se disant, voilà, comme ça, dans des échos qui vont se démultiplier progressivement et passant par cette ambiance extrêmement prosaïque, très drôle, d'un bar lesbien avec le passage en arrière vers une Cicérone qui sera Claudie. Ça va amener pas mal de figures de choses très différentes. Et donc tout ce récit, donc tout le mondement, le mystère et la vérité ensuite, donc ça c'est quand même très rigolo, hein, les personnes humaines sont conscientes, c'est la fin de tout le mondement, de leur goût et de leur comportement, mais elles sont ignorantes des causes qui les poussent à adopter ces goûts et ces comportements. C'est la base de la sociologie, ça. Elles croient choisir leur vie, elles en sont convaincues, mais ça c'est du Spinoza. Toutes considèrent ce délire intérieur comme une vérité. On se rappelle tout le moment, est-ce que c'est qu'on se trompe? Et toutes exigent des autres un délire proche du leur. La rencontre entre des individus pouvant aboutir à l'action de sympathiser consiste en une superposition de délires individuels qui prend le nom d'identité, afin de vérifier si ces délires possèdent des formes proches. On se rencontre comme on assemble des cubes. Il est plus facile de voir les alienations des autres que les siennes propres. Souvent je ne pense plus et des images en moi se heurtent. Ou je pense à des paroles qu'on ne peut pas dire, car je ne pouvais pas dire à la fille sur mon écran des phrases comme « Quand je suis émue par une œuvre d'art, je ressens l'envie de mourir et de vivre à la fois. » Je ne pouvais pas lui dire « Quand j'ai un couteau dans les mains, il m'arrive de me visualiser en train de me percer le cœur. » Je ne pouvais pas lui dire « Je suis à la recherche de ce qui m'accrocherait en dehors de moi. Je voudrais être prise et je ne le suis pas. Je ne crois en rien et j'ai de la pitié pour ceux qui croient, car la plupart du temps, ils ne croient pas en une grande pensée de l'univers. La plupart du temps, ils méprisent les grands sentiments, ils croient en leur goût, leurs habits, leur vocabulaire, leur monde. Et je sentais en moi que ces choses normales étaient en dehors de la vie, mais je cherchais la vie et je voulais la vie. La fille me donna rendez-vous. Tac, le mystère et la vérité. Je suis arrivée devant le bar, la devanture était noire. L'enseigne surplombée d'un néon rouge apparaissait en lettres multicolores sur une matière comme du cuir, et je ne pouvais pas m'empêcher de penser à des ânes, à des chevaux, à des poules, des canaris, et je ne sais pas pourquoi. J'aime les animaux. Je me suis demandé plusieurs fois quel visage aurait la fille. Bien sûr, j'avais vu sa tête. Voilà, je saute des pages, page 77. La fille aux yeux très noirs m'entraîna tout au bout du bar. Il y avait un rideau. Et c'est par là que nous sommes entrés. Nous avons passé un long couloir jusqu'à la porte épaisse. La fille aux yeux très noirs a frappé longtemps. Et elle faisait des pauses, elle caressait la porte. Et elle cognait très fort des poings de la tête. Elle semblait émettre une formule précise dans une langue codée. Quelqu'un dit « Qui va là ?» La fille aux yeux très noirs nous annonça, puis elle dit « Afin de dissiper la tare ». Quelqu'un répondit « Répète ». Et elle cria « Afin de dissiper la tare ». Quelqu'un répondit « Entrez ». Un souffle humide et chaud s'échappa de la pièce avec de la fumée, et nous avons franchi le seuil.
C'était une grande salle pleine de monde et de choses, structurée en niches séparées par des rideaux. Des sons circulaient, des craquements, des échos, des basses, et par moments des mélodies brisées comme en relent de fêtes anciennes. Et donc, Claudie va permettre à cette narratrice d'aller chercher sa voix. Alors, c'est pas ridicule, tragique, comme dans Il faut chercher sa voix de Tintin et de Lotus Bleu, avec le poison qui rend fou. Mais je pense que là, si vous avez le dessin animé en tête, la voix revient. Mais c'est le dialogue qui va avoir un effet magnétique, à la fois complètement absurde et burlesque, et profondément métaphysique. Et ça, c'est quelque chose qui va tenir tout le temps. C'est des choses qu'on peut trouver chez Goethe, et se place de plus en plus, en fait, une forme d'interdiscursivité, je ne sais pas envie de dire exactement d'intertextualité, même si c'est quand même le cas, qui est signalée, qu'est-ce que ça va faire le point, par des noms et des italiques en marge, c'est-à-dire qu'en fait les citations sont insérées dans le cœur même des phrases et sont dites, et elles vont permettre comme ça d'aller dans cette espèce de parcours initiatique du croire et du dire. C'est ça, c'est le croire et le dire, qui s'explore non pas en choses mais en parole, en exploration et en vision des choses. Et c'est ce qui donne l'impression absolue de quelque chose de très enfantin, ces phrases sans lien logique, complètement déroutant, aussi par ces multidimensionnalités, parfaitement érudit. Là on le voit avec par exemple la pluralité des noms. Et donc ce dialogue dans Mystère et la vérité par exemple de « Alors la fille aux yeux très noirs me disait « Rien ne vaut votre propre visage parce que personne n'y croit. » Et on a Fiodor Dostoïevski en marge. Et je répondais oui. Et la fille aux yeux très noirs me disait « On tâtonne de manière si lamentable. » Et je disais « Pourquoi est-ce que je ne reste pas en moi ?» La fille disait « Je ne sais pas. » Et je disais « La nuit s'avance, je m'étends dans le calme, les insectes se taisent. Havio. » Et le visage de la fille aux yeux très noirs s'apaisait, et elle disait « Quel homme n'a pour plus grand bonheur que l'apparence du bonheur ?» Et je ne répondais pas. La fille aux yeux très noirs disait « La force d'une croyance n'est pas comparable à l'intensité d'une douleur. » Wittgenstein. Je répondais « Oui. » Et nous nous sommes regardés, la fille aux yeux très noirs et moi, elle me disait « La lumière est l'ombre de Dieu. » Parce qu'il fit ça. Et je répondais « Oui. » Elle me disait « Si vous ne pouvez pleurer par les yeux, pleurez par la bouche. » L'autre amant. Et je disais « Connais-tu l'histoire du collectionneur de timbres de Tchekhov ?» Et la fille aux yeux très noirs me disait « Non. » Je répondais à un jeune homme qui avait collectionné 1 million de timbres, se coucha dessus et se tira une balle dans la tête. La fille aux yeux très noirs me disait « Est-ce que la connaissance forme le moi ?» Elle me disait « Tu sais qui tu es ?» Je répondais « J'avais la conscience trouble, j'étais sans vision de moi-même. » Saint-Augustin. Et la fille aux yeux très noirs me disait « J'avais la conscience trouble. » Je répondais « J'étais sans vision de moi-même. » Et j'ajoutais « Ma vie, c'est comme si on s'en servait pour me battre. » La fille aux yeux très noirs me disait « Oui. » Je répondais « Tu connais la théorie des lieux d'accueil de Yushin ?» La fille aux yeux très noirs me disait « Non. » Je répondais « Une corne d'escargot, un cil de moustique suffisent à m'accueillir. » La fille aux yeux très noirs me disait « Oui. » Et, selon toi, combien y a-t-il d'esprit dans une phrase ? Et je répondais à la fille « Existe-t-il un esprit sans raison ?» Et la fille aux yeux très noirs me disait « L'absence de raison est-elle une inconscience ?» La fille aux yeux très noirs me disait « Les êtres humains sont peut-être prisonniers de leur propre organisme biologique. » Je répondais à la fille « Tu vas trop loin. » Je répondais « Les infrastructures biologiques humaines sont le support des sentiments. » La fille aux yeux très noirs me disait « Oui, puis nous allons trop loin. » Puis le processus de la parole nous emprisonne. Et elle se taisait. Je rêvais car j'aime les rêves, je les rejoins souvent.
Les rêves et la vie ne sont pas deux parties, la vie n'a pas de parties, mais des phénomènes comme les gens, leur corps et les endroits, le bruit, le mal, les champs, les bateaux, les rivages. Et souvent des énumérations comme ça, sans un et, parce qu'on n'est pas dans cette espèce. Tout à l'heure, on avait rythme ternaire, c'est très étonnant c'est plus de l'énumération qui fait être. C'est très biblique, c'est très vétérotestamentaire, Ancien Testament comme écriture. Pour des choses qui ne rappellent pas l'Église, c'est ça la pensée mystique aussi. Et l'écriture, le dire mystique, exactement, le dit mystique. Et quand la fille aux yeux très noirs se taisait, ses lèvres se serraient, elle me fixait. Et je lui disais, ah oui? Car lorsque je regagnais une conversation réelle, je disais, ah oui? C'est une astuce fonctionnelle. Ça m'a beaucoup rappelé les grammaires pour cesser d'exister de l'Amérique du Nord. Ses tempes se contractaient et elle se détendait. Je dis à la fille aux yeux très noirs, ça t'énerve? Elle me dit, quoi? Ce dont tu parles, ça t'énerve? La fille aux yeux très noirs me répondit que ça n'était pas énervant, mais révoltant, inacceptable et grave. Puis elle ajouta, triste, et je dis, triste, oui, triste. Je secouai la tête. Je sentais mon visage descendre. Triste, oui, c'est triste. Et je pensais à des enfants. Les enfants dans les maisons, dans les appartements, dans les rues, tous ces enfants, et dans ma tête, un adulte prenait la main de son enfant. Il lui faisait promettre de n'avoir jamais peur. Il faut que tu n'aies jamais peur. Et donc on a quelque chose qui va être à la fois profondément linéaire, irrésumable. Je pense que c'est la première chose que l'on peut dire, mais pas du tout inaccessible. On peut le lire comme un ensemble d'axiomes, le défragmenter, enfin, le fragmenter, reprendre. Il y a réellement des fragments un peu partout dans ce texte. On peut le lire voilà, comme serait un ensemble d'aphorismes et en tirer des phrases. Je me rappelle d'une étudiante qui m'avait demandé, à l'époque c'était pour David Fossin, voilà ce que j'avais conseillé lire à mes étudiants il y a très longtemps. Je pense que je le referai, mais ça serait pas le seul que enfin, j'en conseille plein d'autres. Je conseillerais encore beaucoup d'autres. J'ai tellement lu ces 10 dernières années. Et ça a tellement tout bougé. Mais qui m'avait demandé si les phrases étaient belles. Et d'une certaine manière, je me suis rendu compte que je lisais très peu des textes où on pourrait dire très très négativement de phrases à agenda, et en même temps c'est quelque chose pour lequel j'aurais eu un certain mépris à ce moment-là, de l'aphorisme de la phrase, mais qui en fait est l'écriture là, comme ça par composition, citation, sans snobisme. Et d'autant moins snob que on a des références. Et en fait, Laura Vasquez s'en est largement expliqué, notamment dans Bookmaker, et puis souvent on rend compte de la façon dont elle écrit à partir d'énormément de lectures, très disciplinées, et annotées. Et donc avec un fichier de citations thématisé avec des mots-clés. Et donc, elle a son immense répertoire de lecture. Et donc elle ressent ces lectures et elle les partage. Et c'est pas qu'elle fait dire autre chose que ce qui est dit, c'est qu'elle fait entendre ce qui peut être vraiment là, ce qui peut être là, parce que vraiment, c'est une autre question, parce que moi je ne vais pas pouvoir dire, c'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment un fond qui va être stable dans tout ça. Est-ce qu'il y a une découverte chez Laura Vasquez, plutôt quelque chose que l'on va découvrir, des formes, dont on va découvrir des contours et non pas inventer. Et puis sémiologiquement, c'est une question majeure. C'est une question de foi, en fait, qui n'est pas forcément une question religieuse. Et il y a cette possibilité de lire comme ça par les fragments et de lire des gens qui se trouvent, qui discutent, qui pensent. Et donc d'avoir tous ces échanges et comme on aurait des punchlines poétiques, pas forcément dans le sens d'une chute, mais comme le collier de perles de citation. Et on a aussi cette joie de l'enchaînement qui a une logique propre, qui est donc non pas incohérente, c'est très cohérent, mais pas forcément rationnelle, démonstrative, logico-argumentative, thématico-thématique, il y a quand même des effets de thème,
Mais c'est aussi, je crois profondément, une histoire. Et c'est une histoire donc d'une pensée qui va se dire, une écriture qui va s'écrire, c'est la même chose, il n'y a pas de différence là-dedans, et qui évidemment se dit de s'écrire, de se dire, etc. Enfin, la différence ici qui est écrit n'a aucun sens. C'est pas du tout le cas chez d'autres. Et qui, voilà, se passe dans le dialogue, dans le travail, qui, alors si peu que l'on suive l'atelier d'écriture, n'apporte aucune surprise. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'elle raconte dans ses ateliers, ce qu'elle fait chaque semaine, ce qu'elle fait dans toutes ses interviews. Enfin, il y a une entièreté, une intégrité dans le sens le plus beau et le plus pur qui est pas une